Je vais commencer par Louis Nègre, qui a quelques occupations et qui court beaucoup aujourd'hui, président du GART et coprésident de l'EDIE. Manifestement, allez, on va dire ça comme ça, on a mis la charrue avant les bœufs, on a créé les lignes, mais on n'a pas pensé encore à ces gares et ces points d'arrêt. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que le dispositif soit plus complet et surtout réponde à la fois aux besoins des voyageurs et des opérateurs de transport? Vous l'avez dit, on est un pays extraordinaire ou extravagant, je ne sais pas. Parce que d'un côté, je trouve qu'il est très paradoxal de ne pas ouvrir à la concurrence et de tout faire pour bloquer la concurrence sur le ferroviaire. Et au même moment, discrètement, ou pas discrètement d'ailleurs, je me souviens du ministre Macron sur son estrade en train d'annoncer qu'il y avait désormais d'une ouverture des autocars Macron. Voilà, c'est un pays étrange, la France, dont on se demande comment elle peut fonctionner, parce que je viens d'entendre le modèle espagnol, qui est un modèle de concurrence, mais relativement régulé, maîtrisé, on sait à peu près où on va. Et nous qui sommes par principe opposés à la concurrence, on le voit bien, hein, là, on fait quoi? On fait de l'open access que même les Espagnols, même les plus libéraux des Anglais n'auraient pas pensé. Alors le résultat des courses aujourd'hui, il est d'une part que nous avons des autocars Macron qui répondent à un besoin, en ce sens, il n'y a rien à dire. On a une partie de la population, une partie des utilisateurs de ces cars qui n'auraient jamais pris ces cars-là s'ils n'existaient pas. Et donc qui ont accès à un modèle de transport collectif. Une fois qu'on a dit ça, après, effectivement, tout est à mettre en place, parce qu'on est dans la préhistoire de la préhistoire, là. Bon. On voit bien les quelques difficultés que vous avez soulignées, on peut les voir en creux par rapport à l'Espagne. D'abord, nous, au niveau du GART, on souhaitait, et c'était la position du Sénat d'ailleurs, hein, qui nous avait suivis, sur le fait de rester à 200 km et pas au-dessous, comme on l'a fait, 100 km aujourd'hui, pour pouvoir justement discuter, négocier. Il y a un risque majeur aujourd'hui que dans cette libéralisation totale, on tue certains, j'allais dire, trafics hein, et certaines lignes de TER. Bon. Alors, on a prévu normalement, je dis bien normalement parce que là, il va falloir regarder de très près, on a prévu à travers le schéma régional, le STRADET, quelque chose qui est très bien. C'est d'avoir une gestion globale de la région et de l'intermodalité. On donne ce pouvoir, cette compétence-là aux nouvelles régions. C'est formidable. Enfin, on a une vue globale. Au lieu de voir un empilement d'autorités de transport qui chacun travaille en tuyau de poêle, là, on a une vision globale grâce à une compétence qui est donnée à la région sur justement cette coordination des différents modes de transport et des différentes autorités. Cette intermodalité, pour moi, était un point extrêmement positif. Et le GART ne pouvait que s'en féliciter. Bien, ça, c'est ce que nous avons voté, ce que j'ai voté et tout. Puis maintenant, on a les cars Macron, c'est ça ? Les cars Macron qui arrivent, dont on ne sait pas très bien de qui ils dépendent, on sait encore moins où ils s'arrêtent, où ils repartent, où ils déposent. Bref, nous sommes dans un système qui ressemble beaucoup à la jungle. Donc, ce n'est pas exactement la vision que le législateur a eue, à mon niveau, à moi en tous les cas. Ce n'est pas ce que nous avons voté. C'est ce que nous découvrons par contre sur le terrain, parce qu'il y a effectivement une non-coordination de l'ensemble de ces mesures-là. Alors on a eu ce que j'appelle un tsunami législatif avec la loi Macron, la loi NOTRe, la loi MAPTAM, et en même temps on a des choses qui n'apparaissent même pas dans le législatif, donc qui sont très très peu régulées, voire pas du tout. Que faire dans ces situations-là ? Je crois que nous avons besoin, plus que jamais, de développer des transports. Il y a une vraie demande dans ce domaine-là, et on le voit d'ailleurs dans les pays étrangers. Les autocars Macron rencontrent
une clientèle. Donc il n'y a aucun problème. Je pense que la France, c'est la même chose. Et donc il y a une clientèle là-dessus. Mais ce que nous souhaitons, ce que nous pouvons répéter au nom du GART ou de TTIE, c'est que nous souhaitons quelque chose qui soit quelque part, non pas le jardin à l'anglaise, mais un jardin à la française, bon, dans lequel on sache à peu près qui fait quoi et comment, et que les autorités de transport que nous avons, rappelez-vous que nous avons transformé en autorité de transport en autorité organisatrice de la mobilité, grâce à cette compétence qui a été donnée à la région, qui patronne un peu cet ensemble des autorités, des AOM et des flux de circulation, puis-je gérer, je dirais, en bon père de famille, ces flux-là, et que ce ne soit pas effectivement la guerre matin, midi et soir entre les différents modes de transport. Voilà ce que je pourrais dire d'entrée de jeu. Et merci. Et plus concrètement, si les différentes autorités organisatrices se saisissent du problème, est-ce que ça ne risque pas de prendre du temps de voir émerger un certain nombre de sites nouveaux? Là, il y a des trafics qui existent, il y a des voyageurs, 1 million, 2 millions, 3 millions. Il va bien falloir s'occuper d'eux. Je crois que c'est Mark Tesson qui disait qu'il y avait des situations qui pouvaient être dangereuses pour un certain nombre de voyageurs. Comment on fait pour accélérer concrètement en attendant ce paysage à la française, effectivement, très régulé et très bien organisé? Alors, ce que nous devrions regarder, nous, autorités politiques d'aménagement du territoire, c'est où arrivent, où partent, où sont les voyageurs. Encore une fois, est-ce qu'on peut, dans nos villes, dans nos agglomérations, dans nos métropoles, faire en sorte que l'on ait des dépôts sauvages, des départs sauvages, que l'on puisse, comme on l'a expliqué ce matin, constater que le dépôt des passagers et le départ des passagers se fait dans un rond-point. C'est original, c'est une mode que sans doute les Espagnols sont capables de nous envier. Mais il y a tellement de ronds-points que ça ferait beaucoup de... Oui, mais à la limite, on peut en fixer un, mais c'est quand même très, très, très particulier. Il n'y a pas de quai, il n'y a pas de toucher de quai, il n'y a pas d'arrêt prévu pour, et les gens se réunissent sur le bord du rond-point. On voit un autocar arriver. Enfin, c'est quoi ça? Bon, ça ressemble à n'importe quoi. Et c'est d'autant plus étrange, encore une fois, que par ailleurs, on refuse. Hein. Mais vraiment, on met tout ce qu'on peut, tout son poids dans la balance pour ouvrir à la concurrence par ailleurs de manière régulée. Donc, je ne comprends pas la ligne politique de ce pays. Voilà, c'est simple, c'est clair. Anne Gérard, vous êtes vice-présidente de l'agglomération du Grand Poitiers, donc une élue d'agglomération. Vous êtes confrontée de fait à cette émergence, peut-être pas autant que ce que vous auriez souhaité d'ailleurs pour un désenclavement du Grand Poitiers, enfin vous nous direz. Comment vous voyez les choses sur ces gares routières, sur ces points d'arrêt de votre point de vue d'élu municipal? Bonjour à tous. Merci effectivement de cette question. Alors, nous, ce n'est pas tant un effet d'aubaine, mais il s'avère qu'à Poitiers, nous, aujourd'hui, ce qui fait qu'on a une gare routière, c'est d'abord le train. Je le dis comme ça parce qu'au début des années 2000, on a fait un choix particulier, pas tant de construire une gare routière, mais vraiment de mettre en place un pôle d'échange multimodal en se disant que l'intermodalité, ça serait vraiment l'avenir des transports. Et on a voulu renforcer ainsi la gare SNCF, parce que, je le dis parce que c'est un choix historique d'un maire de Poitiers qui a été maire pendant 30 ans et du maire actuel et président de l'agglomération, c'est une gare SNCF, une gare ferroviaire en centre-ville. Pour nous, c'est très important. On s'est battu avec la LGV Sud-Europe Atlantique. On a fait en sorte que sur cette LGV qui va, en tout cas, au moins pour le moment, de Bordeaux à Paris, la ville de Poitiers soit toujours traversée. On a vraiment, enfin voilà, c'est un choix politique. J'y insiste parce que c'est vraiment pour nous essentiel. Notre gare n'est pas une gare dit betterave, hein, ou enfin en tout cas, ou Garrigue selon l'endroit où on est. En tout cas, elle est en centre-ville. Et à partir de là, voilà, on a tout construit autour de cette question-là. Et aujourd'hui, donc, on a inauguré en 2007. Hein, donc nous, on est dans quelque chose qui est déjà antérieur. Donc on a construit un pôle d'échange multimodal complètement intégré, puisque donc il s'appuie à la fois sur la gare ferroviaire, donc la gare routière, qui est
en dessous, j'ai pas de photo ici, mais la gare routière qui est en fait invisible parce qu'elle est intégrée dans un parking sur 5 niveaux, donc un niveau d'arrêt minute et 500 places de stationnement, relié aujourd'hui à un viaduc qui est un site propre de bus. Et donc c'est ce pôle d'échange où il y a évidemment aussi les taxis, l'autopartage, notre structure qui loue des vélos. On a vraiment toute la mobilité, et c'est le centre de la mobilité à Poitiers. Et donc, on a fait en sorte, enfin, c'est un endroit, c'est placé à un endroit parce que si vous connaissez pas la ville, évidemment, c'est forcément moins simple. On est exactement à 12 minutes de l'entrée sud de Poitiers par l'autoroute en voiture, à 12 minutes de l'entrée nord par l'autoroute de Poitiers, voilà, et on est à 12 minutes à pied du centre-ville. Donc on est vraiment dans une configuration idéale. Donc nous, quand on voit arriver en septembre ces cars qu'on appelle Macron maintenant, on s'interroge pas, on laisse venir. C'est un peu ça a été sur le moment. On n'est pas allé les chercher non plus. Nous, pourquoi on a mis ça en place? C'est parce qu'effectivement, cette gare routière qui est au milieu donc, de cet aménagement, elle accueille les gares, les bus, les autocars de la région et les autocars du département. Donc nous, on est simplement l'autorité organisatrice qui gère, qui a cette position d'avoir mis en œuvre ce projet, mais cette gare routière, nous, on ne l'utilise pas pour nous, en fait. Parce que nos lignes de bus n'entrent pas dans la gare routière. C'est ça qui est important. C'est vraiment la gare routière des autocars. Donc, jusque-là, on avait les cars commerciaux, donc Eurolines essentiellement, ou certains cars de tourisme. Et puis, après, essentiellement, la région, les TER et le département, tout ce qui est interurbain et donc tous les cars scolaires. Et nous, tout notre réseau de bus, qui évidemment arrive aussi via le viaduc et le parvis de la gare autour, on a 6 points d'arrêt de notre réseau de bus urbains, n'entre pas dedans. Mais voilà, donc nous, on est en tout cas, on a laissé venir donc les 5 compagnies aujourd'hui en France de cars Macron. Donc on en a 4 qui arrivent, qui passent dans la gare, et pour le moment, ça se passe bien. On a négocié avec eux, ils sont rentrés dans notre système, et en plus, c'est effectivement assez idéal, puisque, ça peut toujours être mieux, mais on a vraiment un hall d'attente, les chauffeurs peuvent s'arrêter, se reposer, tout a été mis en place en termes de service, et donc on a, nous, 15 quais accessibles, et je regardais par rapport à Munich tout à l'heure, on n'a que 15 quais, Munich en a 29, mais on a 75, sur l'année 2015, en moyenne, on avait 75 autocars par jour qui passaient, Munich en a 80. Et sur ces 15 quais qui sont tous accessibles en plus, aujourd'hui, ce qui fonctionne plutôt très bien, c'est que nous, on a nos horaires scolaires, donc là où il y a vraiment le matin, le soir, il y a beaucoup de passages, mais tous ces cars Macron, eux, ils se mettent dans d'autres moments, parce que justement, on n'est pas en concurrence. Donc pour le moment, on a évidemment il y a eu quelques problématiques au départ, mais tout se passe bien. Et donc c'est super. Le monde est bien fait. Dans votre esprit, donc, ce pôle d'échange multimodal a vocation à attirer 100% des cars Macron, c'est-à-dire vous n'envisagez pas que vous puissiez, aux marges du Grand Poitiers, ménager d'autres points d'arrêt. Si un opérateur, on verra tout à l'heure, dans quelques instants, 2 opérateurs justement qui vont nous dire un peu comment on voit les choses. Si des opérateurs vous disent « oui, mais nous, on n'a pas forcément toute la clientèle à aller capter en centre-ville et on en prendrait bien aux marges », qu'est-ce que vous répondriez ? Alors, je pense que de toute façon, il ne nous pose pas forcément la question, mais justement, on parlait avec monsieur de Flixbus, parce qu'on a effectivement l'exemple de Flixbus, je crois que ça a été dit ce matin, mais qui est à la fois, qui vient dans Poitiers pour sa ligne Nantes-Toulouse, via Poitiers-Limoges, et en même temps qui a fait le choix sur la ligne Paris-Bordeaux d'aller s'installer au Futuroscope. Et moi, ce que j'expliquais, c'est que je comprends tout à fait cette position commerciale, dans la mesure où les 3 autres lignes font du Paris-Bordeaux et passent par Poitiers. Donc nous, ce qui est important, c'est qu'on a vocation à les accueillir, et en même temps, on n'a pas vocation à faire les autocars le centre de la mobilité. Donc à un moment, dans la mesure, pour l'instant, on laisse venir, tout se passe bien. S'ils veulent s'installer ailleurs, on en parle avec eux, mais en revanche, s'installer n'importe où dans des conditions de sécurité qui ne sont pas les bonnes et surtout qui posent des problèmes de circulation, mais ça, ce sont des discussions. On n'a pas été confrontés aujourd'hui à ça, mais en tout cas, on souhaite, nous,
que s'ils veulent s'arrêter à Poitiers et on leur offre en termes aujourd'hui d'attractivité de service, tout ce dont ils ont besoin, évidemment, on souhaite qu'ils viennent là. Mais après, si c'est à 10 km dans l'agglomération plus largement, pourquoi pas mais bon, on souhaite être le centre quand même. Vous dites vous leur offrez, peut-être pas tout à fait. Non. Est-ce qu'on peut parler un peu Oui. de modèle économique? Alors le modèle économique, donc cette gestion, donc c'est ce que je vous expliquais, c'est quand même très important. Cette chose qui est qu'on a construit une gare dont on n'a pas l'usage, nous, Grand Poitiers. Donc on a une position un peu d'arbitre. Et autour de la table, on a donc la région, le département, évidemment la SNCF, la FNTV qui a contribué aussi à l'aménagement. Enfin, cette gare a été aménagée avec tous ses partenaires pour prendre en considération les contraintes. Et donc aujourd'hui, nous, voilà, on est là, on est un peu en retrait, et donc ça nous permet en tout cas de coordonner les choses. En termes financiers, donc c'est donc une régie directe par l'agglomération, et finalement la plus grande complexité pour nous à gérer techniquement aujourd'hui, c'est plutôt le lien entre la collectivité Poitiers qui gère le parking, puisque c'est une compétence de la ville, enfin jusque-là, et le reste qui est géré par le Grand Poitiers. Aujourd'hui, il y a 2 personnes qui, à plein temps, plus une équipe de propreté qui gère la gare routière. Le coût annuel de fonctionnement est de 156 000 €, toutes taxes comprises. Et le modèle économique actuel, mais qui évidemment peut évoluer, c'est 75% qui sont financés par les autorités organisatrices, et puis 12% de recettes commerciales et 12% à charge de l'agglomération de Grand Poitiers. Ensuite, par rapport à ce passage à quai, donc j'ai bien retenu que pour Munich, c'était 6 €. Nous, on est dans nos prix. Finalement, on s'est posé la question de ça, on a quand même anticipé Macron, on s'est dit, on va avoir des autocars, on va mettre ça à un prix, parce que nous, on n'était pas dans la recherche d'avoir vraiment, c'est quand même arrivé un peu brutalement. Donc nous, ce qu'on défend, c'est le train quand même. Donc sur le moment, on s'est dit, est-ce qu'on peut pas faire une bascule et faire payer très cher? Et en fait, non, on est resté raisonnable. Toutes nos compagnies abonnées, c'est 2,70 €, 30 minutes. Par car, 30 minutes d'arrêt, hein, comme à Munich, c'était le même système. Et s'ils ne sont pas abonnés, c'est 3,70 €. Et après, pour le stationnement, on a tous les tarifs. Donc, juste pour un tarif s'il y a un stationnement de 8h à 12h, pour une compagnie abonnée, c'est 12 €. Et pour des non-abonnés, c'est 13 €. Donc, vous voyez qu'on est, effectivement, comme disait monsieur, on n'est pas dans une recherche pour l'instant de rentabilité. On a un modèle qui fonctionne, mais qui est en même temps, qui doit évoluer. Donc, si on compile tous ces revenus-là, c'est très faible. Pour l'instant, c'est 12% de notre fonctionnement. C'est dans les 12%. Oui, c'est nos recettes commerciales. Oui. D'accord. Merci beaucoup pour cette explication très, très précise du pôle de Poitiers. Je vais me tourner vers les 2 opérateurs, Jean-Baptiste Maisonneuve de FNTV et Didier Frémaux, qui est directeur du Grand Paris chez Transdev. Transdev qui est la maison mère d'EasyLines notamment, et d'Eurolines. Jean-Baptiste Maisonneuve, on a entendu pas mal de choses. On a envie de savoir comment les opérateurs voient les choses du point de vue de ces gares et de ces pôles. On a entendu que dans certains pays, ils contribuaient au financement, voire ils devenaient opérateurs. Là, on a entendu une tarification qui a l'air extrêmement faible et avec une forte implication des collectivités pour offrir une infrastructure et un service. Il y a plein de situations. Quelle est votre position? Est-ce que vous, c'est un opportunisme et vous vous adaptez à toutes les situations? Est-ce que vous êtes prêt à vous engager de façon un peu plus forte dans certaines situations? Voilà, on a envie de vous écouter sur ce thème. Oui, bonjour à tous. Donc déjà, moi, je représente une fédération d'opérateurs. Donc c'est vrai que à ce titre-là, les opérateurs qui sont sur les lignes nationales aujourd'hui et puis également toutes les entreprises qui opèrent au niveau départemental et régional. Au niveau des gares routières, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est déjà de préserver ce qui existe. Parce que déjà, j'écoute avec beaucoup d'attention Poitiers, mais malheureusement, ça n'existe pas partout en France. Et ça a été rappelé en introduction. Au final, la moitié des préfectures en France ont ce type de service. Vous savez, par définition, l'autre moitié n'en ayant pas. Et aujourd'hui, il faut qu'on veille déjà à préserver les gares routières qui peuvent exister en centre-ville, puisqu'on pourrait comparer ça à une ligne ferroviaire. Une fois qu'on a coupé ou qu'on a la continuité, on ne pourra jamais la reconstituer. Donc il est important que ces gares routières qui existent soient déjà améliorées, puisque c'est ce qui, dans l'immédiat, sera le plus facile à mettre en œuvre, puisque Gilles rappelait qu'il y avait une urgence par certains côtés, puisqu'on est en plein développement et ça va aller très vite, je pense, sur la fréquentation de ces lignes nationales. Donc après, aujourd'hui,
je dirais oui, le cas par cas, parce que c'est vrai que d'un endroit à l'autre, quand les opérateurs, et je crois que Poitiers est le bon exemple, quand les opérateurs trouvent sur place une gare bien adaptée qui correspond à leurs besoins, eh ben, la majorité d'entre eux, voire la totalité, viennent dans cette gare. Il n'y a pas de raison d'aller à 10 km de là, ou alors après quitte pour desservir un lieu touristique ou autre. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas le cas de partout, et on en parlait à midi. Moi, l'exemple de Lyon qui a été cité, on évoquait la gare de Vèze. Je pense pas qu'elle soit adaptée à ce que les lignes internationales ou nationales s'y arrêtent. Mais enfin, Lyon, avec une des premières gares, la Pardieu, première gare provinciale, si je puis dire, n'a pas de gare routière. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème, puisque aujourd'hui, à Lyon, pour que les lignes nationales, les lignes, voire même départementales, c'est-à-dire que ce n'est pas un sujet qui est né avec les lignes nationales. La gare, la desserte d'une vraie gare routière à Lyon est vraiment problématique. Donc, je crois que oui, il y a au cas par cas. Les opérateurs, on a l'exemple de l'Espagne, je ne sais pas s'ils ont ils ont vocation à participer à la réflexion, pourquoi pas en partie au financement, mais dans tous les cas, ce n'est pas à eux seuls de participer à ce genre de montage. Et deuxièmement, je crois que selon aussi, et c'est pour ça que le cas par cas est important, selon l'endroit, la circulation, la pénétration, la rapidité de pénétration, qui n'est pas la même à Poitiers ou à Lyon ou à Marseille, etc., en centre-ville, peut se justifier qu'on soit en périphérie. Mais en périphérie, ça veut dire avec la proximité d'un mode lourd, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer s'arrêter en périphérie sans avoir un arrêt de métro ou bien de tramway. Donc, il y a également le point, je crois qu'il faut pas... Il s'est créé des gares routières pour soit vocation départementale, régionale, etc. Et souvent, elles étaient monomodes. Et on avait bien réfléchi pour un réseau départemental, que tout soit bien. Et puis après, les lignes internationales à l'époque, avant que les lignes nationales se créent, ont été oubliées. Donc, moi, je connais le cas de Saint-Étienne, où il y a une superbe gare intermodale, mais il n'y avait pas de quai pour les lignes internationales, qui étaient à l'époque peut-être moins en vue qu'aujourd'hui. Mais enfin, ça manquait à l'appel. Et puis également, il y a un point qu'il ne faut pas oublier, alors ça dépend des endroits, mais c'est aussi le sujet tourisme. Parce que la gare routière, là nous sommes sur le sujet de la gare routière, il faut pas comme il ne faut pas la réduire aux lignes nationales, départementales ou régionales, il ne faut pas, maintenant qu'on y inclut les lignes nationales, il ne faut pas en exclure le tourisme aussi, selon les gares aussi, mais le tourisme doit être pris en compte. Je veux dire, quand la gare de la Pardieu, pour que je connais bien, reçoit quand même les autocaristes, accueillent et ramènent un grand nombre de clients à cette gare, soit des Alpes, et je veux dire, on les dépose au bord de la rue en déchargeant les bagages comme on peut. C'est pas acceptable et c'est pas satisfaisant. Donc je crois que c'est vraiment tous les maillons du transport routier de voyageurs qui doivent être pris en compte au sein de ces gares routières. Vos adhérents se livrent une guerre commerciale, disons, active. Est-ce que vous attendez des autorités, notamment de l'ARAFER et de l'État, des règles claires en matière de droit d'accès, de respect de l'équité d'accès? Qu'est-ce que vous attendez? Parce qu'il va probablement se produire ici et là des phénomènes de saturation. Il y en a déjà. Il y a déjà des difficultés pour aller dans certaines gares. Je pense à Marseille, je pense à quelques autres endroits. Qu'est-ce que vous attendez dans les mois qui viennent de la part des autorités? L'équité d'accès dans les gares routières, c'est une évidence. Aujourd'hui, il faut que ces gares soient ouvertes à tous. Et de la même façon qu'il y avait quelques années en arrière d'avoir dans la même rue, je dirais, toutes les agences de voyage au même endroit, je pense qu'il y a tout intérêt à ce que les opérateurs partent et arrivent du même endroit. Encore une fois, ce n'est pas une règle absolue, mais je pense que pour la clientèle, bien de trouver, on veut ouvrir la concurrence et on veut faire en sorte que les usagers, les clients en bénéficient. Il faut que ça soit qu'ils trouvent les points de départ. Alors à Paris, vu la taille, on peut peut-être imaginer en avoir plusieurs. Mais après, une fois qu'on a quitté Paris, je pense que d'une ville à l'autre, il faut qu'il y ait un lieu pour que la clientèle s'y retrouve.
Aujourd'hui, on compare ça aux 30 millions d'Espagnols qui utilisent l'autocar. Je veux dire, aujourd'hui, nous, on est en progression. Et je crois qu'il y a un point qui est important à souligner. Je n'ai pas pu participer ce matin à l'explication, enfin, à la présentation par rapport au modèle allemand, mais celui qui avait été fait au congrès de la FNTV expliquait bien que la clientèle qui voyage à bord des autocars n'est pas une clientèle qui a été prise ou siphonnée sur des lignes de train. L'exemple allemand, je me souviens que l'exposé qui avait été fait, à l'époque, c'était vraiment, voire même sur certaines lignes, la clientèle se redéveloppait sur le ferroviaire en parallèle. Donc voilà, on est sur un nouveau type de clientèle, et je crois que tout reste à écrire, parce que cette clientèle, elle est nouvelle, on va la chercher sur Internet, on l'évoquait tout à l'heure, on n'a pas les mêmes... donc ils vont s'adapter, on est en phase de création, mais il faut que ça soit, je dirais, un endroit précis, et que, également que les coûts soient maîtrisés, parce que je pense que les opérateurs ne sont pas contre payer, parce qu'il faut qu'il y ait du service autour, il faut qu'il y ait un certain nombre de choses qui se payent, mais il faut qu'il y ait un coût qui soit aussi maîtrisé par rapport à ça. Donc ils peuvent avoir des intérêts convergents du point de vue des services et des infrastructures. À mon sens, oui. Didier Frémaux, Jean-Baptiste Maisonneuve parlait à l'instant du cas de Paris, enfin de l'Île-de-France. Vous avez une gare à Gallieni, porte de Ballionnet, pour Eurolines notamment, mais qui abrite aussi du trafic EasyLine maintenant. Quel est votre constat sur la façon dont on pourrait organiser de façon peut-être plus rationnelle, en tout cas plus efficace, la mobilité du trafic longue distance par car? C'est pas faire honte à Gallieni que dire qu'il y a eu d'autres généraux qui avaient plus de troupes et plus de batailles. C'est un petit peu le cas ici. Gallieni, c'est vrai, ça existe, mais dans l'Île-de-France, c'est une goutte d'eau dans les déplacements. Donc quand on va parler d'intermodalité, on dit quelques mots de Gallieni, et puis il va parler du reste. Gallieni, c'est, alors je regarde parce que j'ai des notes, des gens plus savants que moi qui me les ont écrites, 1 million de passagers par an. Et dans le million de passagers par an, c'est de l'Eurolines. Et c'est 10% de EasyLines, donc de Macron. Voilà, donc ça relativise. Et bon, c'est saturé, on pourrait en parler. Elle existe, elle est en correspondance avec le métro. Donc voilà, on a une réponse à un besoin de mobilité qui est saturé, qui n'est pas satisfaisant, qui pourrait être amélioré. Il manque quelques services aux clients et il manque des points de régulation, mais bon. On a une grande chance devant nous. Alors j'ai le prisme Grand Paris, donc je ne me permets pas de parler de la province. Je parle de Paris, et donc la grande chance, c'est ce qui va se construire avec le Grand Paris Express. Et il y a 68 gares qui se construisent. Alors il y en a beaucoup qui sont dans Paris. Il y en a un certain nombre, soit une 14, qui sont dans Paris. D'autres qui sont dans la première couronne. Mais il y a des centres d'intermodalité majeurs de l'avenir. Alors on n'empêchera jamais qu'il y ait quelques autocars par-ci par-là qui répondent à un besoin et qui sont sur un coin de route qui n'a pas été prévu pour. Mais on a le devoir, devant la certitude des besoins des déplacements, de répondre à l'avance à un certain nombre de déplacements auxquels on va devoir faire face. L'exemple de Marne-la-Vallée-Chessy, qui est un contre-exemple, c'est pas pour jeter la pierre, c'est une décision est prise de créer des Ouigo, des TGV qui amènent une quantité de voyageurs. Le monde s'adapte à une infrastructure qui n'est pas du tout faite pour. Donc allez-y, c'est amusant à voir. Amusant, c'est pas très drôle, c'est pas très sécuritaire. Voilà. Donc la question est, pour l'intermodalité, c'est comment, dans le Grand Paris, saisir les quelques opportunités. Alors, on va dire qu'il y en a une demi-douzaine. Comme ça laisse... J'aime bien l'idée de dire que ce n'est pas une gare routière par exploitant. Les besoins sont divers, et on peut sauter d'un train de la SNCF à un métro de la RATP ou de Transdev, et à un autocar, etc., etc. Donc le client, lui, fait son chemin, fille de ceux qui le servent. Donc il y a 6 endroits à trouver
dans le Grand Paris pour répondre à des intermodalités lourdes, dont on est sûr qu'elles arriveront. Et il y en a 2, mais il y en a d'autres qui sautent aux yeux et sur lesquels il faut se préparer. Et l'intermodalité, c'est les liens qui permettent de diffuser. Donc Gallieni, c'est le métro ligne 3, c'est un petit peu réduit, plus bien sûr la marche à pied à quelques autobus. Mais compte tenu que le Grand Paris Express a beaucoup de gares, quasiment toutes, qui croisent des RER, des métros, des tramways, on a une diffusion potentielle avec à la base du 55-60 km/h de vitesse commerciale, donc un effet de diffusion à partir de points, et un certain nombre de points qui doivent accueillir de la mobilité. Alors bien sûr de l'Euroline, de l'EasyLine, Ouibus, etc. Mais fondamentalement, la grande masse, c'est des autobus de la région parisienne, de l'Île-de-France. C'est la desserte de la Grande Couronne. Et donc, je vous laisse réfléchir à 2 endroits. Alors, il y en a un qui est en 2030. Donc, on le voit venir de loin, c'est le Ménil-Amelot. Donc, on n'est pas très loin de l'autoroute A1. On est au bord de la Grande Couronne et on est sur la ligne 17 du Grand Paris Express. Donc, une liaison vers Paris, sur l'aéroport, etc. Beaucoup d'emplois, donc c'est quelque chose à prévoir. Et en plus, il y a du terrain, donc là, je commence par le plus facile. Plus difficile et fondamental, Massy. Massy, on a un nœud déjà aujourd'hui entre le TGV, les Ouigo, entre le RER, il y aura la ligne 18, et il y a l'autoroute A10 qui arrive là pile poil dessus. Aujourd'hui, Massy, c'est un lieu d'intermodalité fort, où on est infichu capable aujourd'hui de mettre les moyens d'accueil. Donc on a un sujet majeur, on en parle d'ailleurs avec la SGP, ils ont un centre pour pas seulement cette gare, mais toutes les gares, pour dire comment accueillir, parce que les gares, c'est 3 sujets, c'est le dimensionnement, c'est la localisation et c'est l'aménagement. L'aménagement, vous avez vu, l'Espagne, c'est formidable, des portes palières, de la formation, de l'éclairage. Donc on voit bien les services, les commerces, on voit bien ce qui attire et nécessaire aux clients. Le dimensionnement, bon, c'est un sujet délicat parce qu'il faut prévoir l'avenir et comme chacun sait, c'est difficile. Donc il faut partir d'une certaine quantité, d'un certain volume estimé et lui donner un petit peu de pied de pilote. Pas partir en saturation. Si on part en saturation, c'est un peu gênant, mais un tout petit pied de pilote, 20-50%, OK. Le sujet difficile, c'est la localisation. La localisation, c'est dans la gare, et ça, c'est du béton. À côté de la gare, et ça, c'est l'urbanisme, alors sauf à Poitiers. Et on a beau être à l'extérieur de Paris, on est quand même au centre d'une ville. Massy, c'est quand même une commune. Ou alors c'est loin, et si c'est loin, c'est de la marche à pied, c'est du franchissement de carrefour, c'est dangereux, il y a de la pluie, etc. Donc voilà les sujets d'avenir dans lesquels nous nous projetons. En Île-de-France, merci. Le Ménil-Amelot 2030, Massy. Alors Massy, c'est la partie de la ligne 18 qui se construit avant 2024, puisque c'est... Quel optimisme! Ah non, mais vous savez, les Jeux Olympiques nécessitent qu'on accélère. S'il y a les Jeux Olympiques, c'est vrai que ce sera construit, c'est sûr. À vitesse grand V. Et les 4 autres, vous avez des idées sur la localisation des 4 autres? Non? Bon. Merci. Louis Nègre, deux questions en une. On est sur des délais très longs, hein, donc il va bien falloir aussi des solutions intermédiaires en attendant ces grandes réalisations. Et deuxièmement, est-ce qu'il ne faut pas aussi prendre en compte les autres mobilités? On disait ce matin, développement du covoiturage, de l'autopartage, etc. On voit que ça se fait un peu de façon anarchique, que finalement, s'improvisent des lieux de rencontre près des gares, près des supermarchés, etc. Est-ce que là, ce ne sont pas des collectivités qui doivent prendre la main pour envisager l'ensemble de ces nouveaux besoins, que ce soit les cars Macron ou que ce soit les nouvelles mobilités automobiles? Vous prêchez un convaincu. C'est nous qui avons fait passer au Sénat, avec des collègues ensuite à l'Assemblée nationale, l'idée que les autorités organisatrices de transport n'étaient plus autorités organisatrices de transport.
mais était devenue autorité organisatrice de mobilité, avec un M. Et le M, ce n'est pas le hasard, c'est la vision que nous avons, nous, responsables, élus, qui nous occupons des transports, c'est d'avoir la vision la plus large possible sur les mobilités. Qui est en charge de ces mobilités? Ce sont les élus locaux, en charge au niveau de la commune, de la ville, de l'agglomération ou de la métropole. C'est eux qui sont les mieux placés pour organiser ces mobilités-là. Et nous avons mis ensuite un deuxième étage qui est l'étage de la région pour avoir justement cette vision de complémentarité, de coordination entre les différentes AOM. Ça s'installe non pas comme un château de cartes à l'Espagne, mais ça s'installe comme un paysage à la française dans lequel vous avez les poupées russes qui permettent normalement d'atteindre un objectif qui est rare. Dans les pays étrangers, souvent on continue à faire par tuyau de poêle ou chacun pour soi. Bien. Donc ce que nous avons voulu, ce que le législateur a voulu, c'est une coordination. Le législateur, moi le premier, vous le savez, je suis pour l'ouverture à la concurrence depuis toujours. Pourquoi? Parce que je m'aperçois que la concurrence permet une concurrence régulée, maîtrisée, mais une concurrence. Elle permet d'offrir un meilleur service aux usagers, tout simplement. Et qu'est-ce que c'est qu'un élu? Un élu, eh bien, il est élu au suffrage universel. Qui sont ces mandants? Ce sont les citoyens, donc les usagers, les clients des mobilités. Et donc nous, élus, nous devons, élus locaux, élus nationaux, nous devons nous préoccuper en priorité des priorités, justement, de ce qui, je n'ai pas entendu, mais je vais le dire, de ce qui sont nos clients, nos usagers, comme vous voulez. C'est eux, tout ce que nous faisons, toutes les institutions, tout l'empilement des strates, c'est tout ça pour essayer, normalement, de servir un peu mieux nos citoyens. Bien, alors, on commence par à l'envers, et au lieu de me parler des institutions, des trucs, machin, des choses, vous me mettez l'usager au centre de votre démarche. Et ensuite, il faut regarder ce qui marche, ce qui va lui amener un plus ou un moins. Si je prends le cas de figure de tout à l'heure, où le pauvre usager est sur un trottoir en plein vent, dans un giratoire pour monter dans un car Macron, je ne suis pas sûr que c'est ce que nous ayons voulu et c'est ce que souhaitent les usagers. Donc, avec ces autorités organisatrices de la mobilité, nous avons essayé d'avoir une vision globale pour l'ensemble des mobilités, que ce soit l'autopartage, que ce soit le covoiturage, mais que ce soit aussi le vélo, que ce soit la marche à pied, parce qu'on constate, nous, élus locaux, maires, que lorsque vous faites en sorte d'avoir des trottoirs confortables au sens anglais du terme, eh bien les gens marchent. Les gens marchent et remarchent, je dirais quelque part, alors que sinon, effectivement, la ville ne fonctionne pas. Donc, c'est d'abord, vous êtes au service des citoyens. 2, vous faites de l'aménagement du territoire. N'oublions jamais que les élus en place dans ces différentes strates doivent aménager leur territoire. Alors, il y a effectivement les pluies, les postes et autres, bon, mais ça sert à quelque chose, hein. C'est pas fait pour rien. Et donc, dans tout ça, arrivent les mobilités. Donc, l'idée que nous défendons au GART, à TDIE, et que je continuerai à défendre, s'il le faut, au niveau du législateur, c'est cette vision de pôles multimodaux, d'échanges multimodaux, dans laquelle on essaie de regrouper, comme par exemple Poitiers est un très très bel exemple de travail fait par des gens de terrain qui se disent « Tiens, comment je vais pouvoir servir des concitoyens proprement ? Eh bien, je vais mettre le routier avec le ferroviaire. Là-dessus, je vais accrocher les vélos. Je vais faire qu'il y ait de l'autopartage. Bref, j'ai un service, un vrai service, parce que j'ai un produit qui a été pensé, qui a été réfléchi, qui est complémentaire l'un dans l'autre, et j'amène un vrai service. Dans le système espagnol, où vous voyez les cars arriver, où l'on séparait le car qui va produire de la pollution des futurs usagers qui sont à côté, il y a quelqu'un qui a réfléchi.
C'est pas n'importe quoi. Nous ne sommes pas là pour faire n'importe quoi à n'importe quel prix. Nous sommes là pour servir. Et à partir du moment où on sert, à ce moment-là, me semble-t-il, la priorité des priorités, c'est de faire des pôles multimodaux, d'échanges multimodaux, quand on peut. Il arrive quelquefois, parce qu'il va y avoir un problème de foncier. Ce foncier, c'est pour ça que je parle d'aménagement du territoire. Le foncier n'est pas facilement disponible en centre-ville. Donc, si vous avez une gare ferroviaire qui a quelques marges, je reviens de Vienne où on a vu une gare extraordinaire avec, bien sûr, pôle multimodal par excellence, les bus qui étaient à côté, juste dessous. Vous descendez. Bon. Vous allez à Stockholm, vous arrivez en avion, vous descendez, vous avez le train dessous. Voilà, très bien. Ça, c'est du pôle multimodal, ça marche, et tout le monde est content. Eh bien, il faut essayer d'atteindre ce même objectif quand c'est possible. Quand ce n'est pas possible, à ce moment-là, il va falloir dégager du foncier pour faire une gare routière qui peut être excentrée de l'hypercentre ou malheureusement de la gare ferroviaire, mais on le fera à côté d'un arrêt de métro ou un arrêt de tram pour permettre justement aux clients qui arrivent dans un car Macron, il n'est pas en centre-ville, mais il est à côté d'un axe lourd qui va l'amener, lui, en centre-ville et qui lui permettent de faire de l'intermodalité. En tous les cas, c'est ce que nous nous sommes efforcés de faire depuis des années, c'est ce qu'on essaiera de mettre en pratique, et s'il le faut, je vois que l'ordonnance du 29 janvier est sortie, que la RAFER va avoir un certain nombre de prérogatives là-dessus. Nous veillerons, nous les premiers, au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale, à faire en sorte qu'il y ait une certaine logique, parce qu'après avoir édifié quelque chose qui était, me semble-t-il, honnête et performant, il ne faudrait pas démolir ce qui vient d'être fait. Merci Louis Nègre. Jean-Baptiste Maisonneuve, vous venez d'entendre le président du GART sur ces pôles multimodaux. Il y a aussi d'autres arrêts peut-être plus modestes. Là, ça va demander de la souplesse, de la rapidité. Vous avez amorcé un dialogue avec les autorités organisatrices pour aussi bien définir les besoins sur ces grands pôles que vos demandes pour des choses peut-être plus modestes ? Le maillage national de l'ensemble des PME ou des filiales de groupe qui sont en contact au quotidien avec les AO et puis les délégations régionales aussi de la FNTV permettent cela, c'est-à-dire d'avoir ces échanges. Mais encore faut-il avoir des interlocuteurs réceptifs. Aujourd'hui, tout le monde ne se saisit pas de la mobilité dans tous les endroits en France de la même manière. Donc c'est vrai qu'il y a une réflexion à avoir. Et puis, oui, il faut dimensionner aussi par rapport à la taille. Ce qu'on peut faire en Ile-de-France, on a besoin peut-être de choses plus modestes, mais tout aussi efficaces dans des endroits un peu plus reculés. Juste pour rebondir sur ce qui est dit, de séparer les autocars qui polluent de moins en moins, voire plus du tout avec l'Euro 6. C'est pas trop le sujet de la... Non. L'autre, par contre, là, c'est le sujet. Il y a un mobilité spécial pôle d'échange qui est à votre disposition à la FNTV, dans lequel sont répertoriés, là aussi, tout type. Ça va des exemples en Tchéquie, au Royaume-Uni, en Espagne, mais aussi en France, de Nevers à Quimper, en passant par différentes villes de France. Donc, je vous invite à le demander. Mobilité, vous pouvez le demander auprès de la FNTV. Merci. Anne Gérard et Louis Nègre, manifestement, ça n'est pas partout aussi bien qu'à Poitiers ou à Cannes-sur-Mer, c'est ça ? Donc, il y a quand même beaucoup de points du territoire qui demandent progrès. Justement, est-ce qu'il y a des questions à poser à nos différents intervenants sur ces sujets de gouvernance et de mode de gestion ? Michel Agege, il y a un micro juste derrière toi. Il suffit d'appuyer sur le bouton vert, c'est bon. Oui, voilà. Juste une question. C'est ce fameux usager qu'on cherche à préserver, cajoler, etc. Est-ce qu'il se plaint pour l'instant ou est-ce qu'il plébiscite l'écart Macron dans leur état actuel ? Et si vous améliorez encore la situation, est-ce que vous ne risquez pas d'en avoir encore plus, donc des risques derrière, de fuite, de complexité avec les TER ? Enfin, c'est une question un peu cynique, mais on parle beaucoup de l'usager, mais qu'est-ce qu'il dit, lui ? Alors, que dit-il l'usager ? Peut-être même dans la salle, si des opérateurs veulent prendre la parole.
plus les Je ne opérateurs sais pas qui seront en qui. mesure de Je crois que tous répondre. les opérateurs sont représentés. Mais en Est-ce tout, que- en est-ce tout que cas, vous voulez, je- directeur de Flixbus, peut-être, si vous voulez répondre à cette question. Bonjour. Effectivement, donc Yvan Lefroment, Flixbus France. On a effectivement des remontées d'utilisateurs assez mécontents, on va dire, des conditions d'accès dans les gares routières. Nous, on s'arrête à Porte-Maillot, par exemple, à Paris. C'est notre hub parisien. C'est un parking, il n'y a pas d'endroit pour s'abriter de la pluie, il n'y a pas de toilettes. On est au niveau zéro de l'infrastructure. Malgré ça, évidemment, on a quand même beaucoup de gens qui plébiscitent ce nouveau moyen de transport pour tout un tas d'autres raisons, à commencer par le rapport qualité-prix. Donc c'est assez ambivalent, c'est-à-dire que c'est paradoxal. Les gens plébiscitent le moyen de transport, mais effectivement se plaignent des infrastructures qui ne sont pas au niveau. Mais je crois que ça a été suffisamment dit ici. Il y a pas mal de boulot, effectivement, pour rendre ces infrastructures un peu plus sympas. Merci. Anne Gérard, sur ce point. Oui, je disais donc nous, au départ, on a effectivement laissé venir, voir comment ça s'organisait. Là, ce qu'on aménage pour le mois de juin, c'est un accueil, parce qu'en fait, toutes ces compagnies d'autocars, me semble-t-il, c'est surtout par Internet que l'on réserve. Et aujourd'hui, la question, nous, en tout cas, les retours des usagers, c'est pas tant sur la gare, puisque voilà, il y a un accueil, c'est confortable. Mais en revanche, c'est la question de c'est quelle compagnie passe, à quelle heure. Donc nous, on l'affiche, tout ça est affiché numériquement, en lien aussi avec la SNCF. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut acheter un ticket. Donc c'est un peu l'étape suivante. Donc voilà, on essaie d'anticiper et de travailler aussi avec les compagnies. Donc on répond à la demande, mais c'est vrai comme ça n'a pas été anticipé, cette question-là, c'est vraiment, comme disait Louis Nègre, on a pris les choses à l'envers, donc on a mis l'écart et après on s'est dit, mais on fait quoi maintenant? C'est vrai que c'est quand même un problème. Juste avant de donner la parole à Guy Lebras qui se prépare, Jean-Baptiste Maisonneuve, est-ce que vous estimez qu'à un certain moment, si on ne fait rien, ça peut affecter l'attractivité de cette nouvelle offre? Naturellement, si on se rapproche des 30 millions d'Espagnols, je veux dire, ça va commencer à être problématique. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir en France des gares routières dignes de ce nom. Donc aujourd'hui, mais pour tous les déplacements, il faut vraiment que, et quand ça peut être à proximité des autres modes, c'est encore mieux. Mais aujourd'hui, oui, je pense que c'est parti, les gens s'adaptent aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment une nouvelle clientèle, donc il y a une sorte d'adaptation un peu, mais rapidement, on aura soit des comités d'usagers, comme on peut le voir sur les comités de ligne ou autres, qui se créeront. Je veux dire, je ne vois pas pourquoi ça serait différent. Donc il faudra améliorer, et les gens, le parcours de la personne ne s'arrête pas lorsqu'elle descend la dernière marche de l'autocar. Il y a tout ce qui va autour. Guy Lebras, le président est parti, mais il reste le délégué général. Oui, je voudrais simplement faire une intervention, parce que tout à l'heure, vous avez indiqué, Monsieur Maisonneuve, que les autocars Macron ne prenaient pas de clientèle au train. C'est inexact. En vérité, ça prend de la clientèle au train, surtout avec la maille qui a été choisie à 100 km, ça c'est une évidence. Et j'en veux pour preuve que ça n'est pas vrai uniquement en France, ça l'est aussi dans les autres pays, puisque ce matin, vous n'étiez pas présent, mais la personne de l'université de Cergy-Pontoise qui est intervenue nous a expliqué que la liaison Leipzig-Rostock, qui était exploitée par Veolia Verkehr, que connaît bien Didier Frémaux, a été fermée du fait des autocars intercités. Donc il y a quand même à la marge, effectivement, un certain nombre de liaisons ferroviaires qui vont pâtir. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes élevés au tout départ de cette ordonnance sur les gares routières, quand nous avons eu nos premières réunions au cabinet d'Emmanuel Macron, et la DGITM était d'ailleurs présente et partageait un petit peu nos soucis. Nous nous sommes élevés sur le fait qu'on était en train de mettre en œuvre une régulation asymétrique, dissymétrique, dans lequel il y avait plus d'obligations pour les autorités organisatrices de transport que pour les autocaristes Macron. Alors c'est revenu dans la bonne norme, et maintenant c'est tout à fait correct au niveau de la rédaction, mais il est bien évident qu'il faut procurer des conditions de sécurité et de confort aux clients des autocars Macron, mais en même temps cela ne doit pas se faire au détriment des liaisons régionales, qui sont d'ailleurs parfois des liaisons
par autocar qui assure des dessertes d'aménagement du territoire. Et de ce point de vue-là, bien évidemment, les autorités organisatrices de transport, qu'elles soient régionales ou de mobilité, donc d'agglomération, seront très attentives à que tout cela se passe le mieux possible. Oui, allez-y. Deux choses. La première, la FNTV soutenait les 200 km, donc déjà, c'était un point important à signaler. Donc c'est vrai que voilà. Et puis deuxièmement, oui, c'est vrai que bon, la maille 200 km en France peut poser problème. Par contre, je maintiens, parce que ça avait été exposé lors d'un congrès de la FNTV, que certaines lignes, alors vous en avez cité une, mais d'autres, il y avait un développement malgré tout des deux modes ferroviaire et train. Mais là, il y a la spécificité en France de ce à 100 km. Oui. Oui, non, juste par rapport à ça, j'ai trouvé ça intéressant d'entendre ce matin par rapport à l'Allemagne. Il y a la régulation en termes de kilomètres, mais aussi à 1 heure de trajet. Et nous, on a l'exemple en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. La région vient d'être déboutée sur une ligne TER Poitiers-Niort qui fait 75 km et qui est à, me semble-t-il, c'est qu'à 45 minutes. Et donc là, voilà, donc les autocars ont le droit de prendre cette ligne parallèlement au TER. Donc là, c'est encore en dessous. Donc c'est un vrai problème quand même en termes de régulation. Pour revenir à la question que posait Guy Lebras, je sais que vous n'êtes pas concerné à Poitiers puisque vous avez 2 espaces distincts, mais en tant qu'élu, si vous étiez confronté à une saturation d'espace qui accueillait aussi bien des bus conventionnés que des cars en open access, quel serait votre arbitrage, quelle serait votre attitude en tant qu'élu local ? A priori, spontanément, je dirais que je vais privilégier le service public et voilà, tous les services de TER ou voilà, ces services-là aujourd'hui. Mais voilà, on sera obligé de réguler, de gérer ça. Donc, ça serait ce que je ferais. Mais bon, après, il faut réfléchir. Est-ce qu'il y a une autre question ou une remarque ou une interpellation, un commentaire ? S'il n'y en a pas, je vais demander à Grégory Carmenaruz son sentiment à l'écoute de ces discussions sur le développement programmé des pôles d'échange en France. Qu'est-ce que ça vous inspire, notamment au regard de votre expérience espagnole ? Oui, donc une première chose, c'est vrai, c'est que déjà en France, il y a beaucoup de grandes agglomérations qui sont dotées de TCSP. Donc ça offre des alternatives, des opportunités, pas uniquement en centre-ville, mais des opportunités également à l'extérieur. C'est-à-dire que en bout de ligne, par exemple, d'un tram ou d'un métro, d'avoir un petit pôle multimodal, ça vous semble des solutions concrètes assez faciles à mettre en œuvre ? Je dirais pourquoi pas selon le contexte, c'est à voir. J'imagine que dans des contextes de très grandes villes ou d'agglomérations importantes, ça peut s'envisager. Sur des petites villes, non. Parce qu'après, il y a une question de lisibilité. En Espagne, on ne se pose pas beaucoup la question, à part dans des grandes villes comme Madrid ou Barcelone, où on a ces pôles d'échange, en particulier à Madrid. La gare routière, c'est une gare routière et elle est obligatoire. Quand vous avez votre appel d'offres, il est indiqué que vous avez un point d'arrivée, un point de destination par ville. Et ce point d'arrivée, ce point de destination, c'est la gare routière. On ne vous laisse pas vous poser n'importe où. On ne va pas dans un rond-point. C'est vrai que je me suis un soir, j'ai pris un peu de temps et j'ai observé à la gare de Lyon-Pardieu les autocars, donc grande ligne. Il y avait un peu toutes les compagnies. J'en ai observé certaines. Alors, j'ai vu certains services, j'en ai vu un particulier. J'ai dit, bon, c'est bien, le car est très beau, mais c'est du bricolage. Franchement, c'est du bricolage. Mais j'ai aussi un regard un peu déformé, parce que je viens d'un marché où c'est structuré, où quand je veux prendre un car, je vais dans une gare routière où j'ai toutes les destinations qui me sont indiquées. Tout est très lisible, tout est très simple. Donc, c'est pour ça, j'imagine que la personne qui découvre pour la première fois, bon, c'est sûr que c'est la première fois qu'on l'a fait sur un rond-point, c'est peut-être pas non plus très sexy, mais si elle utilise un service bon marché avec une nouvelle destination qu'elle n'avait pas avant, j'imagine qu'il y a quand même une satisfaction. Le service était attendu, c'est clair. Merci. Donc, en conclusion, on peut considérer qu'il y a encore beaucoup de travail pour que la France soit à hauteur de l'Espagne en matière de transport par car. Merci à tous les 4.